Dans quelques instants, le grand forum Fréquence Évasion avec Yvan Blot, l'oligarchie au pouvoir. On arrive dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Yvan Blot, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Alors vous venez de publier L'oligarchie au pouvoir chez Economica. Oui. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à écrire cet ouvrage? Vous savez, j'ai eu une longue carrière dans les rouages du pouvoir, si je puis dire, parce que j'étais député du Pas-de-Calais, député européen, je suis actuellement haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Donc je vois un petit peu fonctionner les rouages de l'État et je me suis rendu compte depuis de nombreuses années que la démocratie était surtout une apparence finalement, mais que notre régime était plus proche d'une oligarchie, c'est-à-dire d'un gouvernement qui est réservé à une petite minorité de gens. Et dans cette petite minorité de gens, il n'y a pas que les élus, bien sûr. Vous avez les hauts fonctionnaires, vous avez les représentants des grands groupes de pression, syndicats, patronats, etc. Et voilà, donc j'ai voulu faire part, si vous voulez, de mon expérience professionnelle dans ce domaine, et puis aussi aligner quelques réflexions en sciences politiques sur le sujet, sur l'oligarchie, voilà. Alors redéfinissons, si vous le voulez bien, le vrai sens du mot oligarchie. Alors l'oligarchie, ça vient du grec, n'est-ce pas? Ça veut dire le pouvoir d'un petit nombre d'hommes. Alors, une réflexion d'un auditeur, Jean-Marc de Saint-Étienne, pense que les Français ne sont pas dirigés par des hommes politiques spécialement très qualifiés et qu'ils n'ont pas forcément une vision objective du monde et des besoins des citoyens. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je suis assez d'accord. Ayant été moi-même parlementaire, les parlementaires ne sont pas des spécialistes et ils ont donc besoin évidemment de l'aide, si j'ose dire, des techniciens. Mais l'inconvénient de cette situation de fait, c'est que finalement, ce sont les techniciens qui préparent les projets de loi et pas les parlementaires. Et que souvent, les techniciens ont des vues techniques bonnes, mais qui ne correspondent pas du tout forcément aux besoins des électeurs, parce qu'ils vivent dans leur bulle, si vous voulez, à Paris, dans les ministères, et ils ne se rendent pas forcément compte de la situation réelle qui existe sur le terrain. Donc, sur un certain nombre de domaines, il y a un décalage croissant, à mon avis, entre le peuple et puis la classe politique. Alors comment fonctionne le système oligarchique? Eh bien écoutez, le système oligarchique fonctionne de la manière suivante. Alors d'abord, si on prend la confection des lois. La confection des lois, normalement, d'après la Constitution, c'est aux députés de voter la loi. Alors c'est vrai, hein, le député vote la loi, ça c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Mais en réalité, les lois sont préparées par les bureaux des ministères. Les hauts fonctionnaires préparent des projets qu'ils vendent, si je puis dire, aux ministres, quelle que soit la couleur de ce ministre d'ailleurs. Et si le ministre est d'accord, à ce moment-là, le projet de loi est adopté par le gouvernement. Ensuite, il est transmis au Parlement et on demande au Parlement, à la majorité parlementaire, de voter ce texte, si vous voulez. Mais les députés, comme ils n'ont pas beaucoup d'expertise, en fait, ils adoptent le projet qu'on leur demande d'adopter, hein, si vous voulez. Donc la réalité, c'est que les gens qui rédigent les lois, ce ne sont pas du tout les députés, ce ne sont pas les représentants du peuple, ce sont plutôt les hauts fonctionnaires, mais en liaison avec toute une série de groupes de pression, qui peuvent être les médias, qui peuvent être les syndicats, qui peuvent être le patronat, qui peuvent être des associations. Et ce qui fait qu'on a des lois qui sont rédigées qui ne correspondent pas du tout forcément aux souhaits de la population. D'où une méfiance de la population. Alors là, je me réfère à deux sociologues, Bréchon et Tchernia, qui ont fait des études très poussées là-dessus. On fait des sondages, on demande aux Français, est-ce que vous avez confiance dans telle institution? Alors c'est très curieux le résultat, parce que vous dites, est-ce que vous avez confiance par exemple dans la police? Curieusement, bien que la police soit souvent critiquée, vous avez quand même 80% de Français qui disent oui, on a confiance dans la police. Maintenant, si vous demandez aux Français, est-ce que vous avez confiance dans le Parlement, alors que le Parlement est élu quand même, hein, Oui. eh bien, vous avez 38% de gens qui disent on a confiance, ce qui est quand même un taux très bas. Très bas, c'est pas normal. Et les partis politiques, alors c'est pire que tout, taux de confiance 12%. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui. C'est pas étonnant. Oui. Alors voilà, donc il y a une crise, si vous voulez, il y a une coupure entre la classe politique et la population, et ça c'est très gênant à mon avis pour le gouvernement, ce qui fait que le gouvernement lui-même aurait intérêt à réformer le système
de telle façon qu'il soit plus proche de la population. Alors moi j'ai une suggestion que je fais depuis de nombreuses années d'ailleurs, mais je suis revenu beaucoup là-dessus, c'est de copier le système suisse. La démocratie participative, c'est ça? Exactement, c'est ça. Enfin ils appellent ça eux la démocratie directe. Directe, c'est la même chose. C'est-à-dire le système suisse, vous savez, il repose sur deux outils qui sont très méconnus en France. Ce qu'ils appellent le référendum veto, je dirais, et l'initiative populaire. Alors, le référendum veto, bon, c'est pas très compliqué, en fait, hein. C'est que quand une loi est votée par le Parlement, 50 000 citoyens peuvent faire une pétition contre cette loi si elle ne leur plaît pas. Par exemple, quand on crée un nouvel impôt. C'était le cas notamment en Suisse, quand on a créé la TVA, au début, les gens n'en voulaient pas. Alors, 50 000 personnes signent contre cette loi, ça déclenche un référendum qui a lieu dans les 6 mois qui suivent, et si le référendum donne une majorité de non, ben, la loi est annulée. Ce qui permet au peuple d'avoir un veto, disons, sur les décisions du Parlement. Alors ça, c'est le frein, je dirais, c'est un frein, en fait, hein. C'est un système de blocage. Mais il y a aussi un moteur, et c'est ça qui est bien, d'ailleurs, c'est qu'il y a les deux. Alors le moteur, c'est le contraire, c'est l'initiative populaire. Alors en Suisse, il faut 100 000 personnes, 100 000 signatures sur un projet de loi, et à ce moment-là, il y a un référendum sur le projet de loi, que ça plaise ou non au gouvernement ou au Parlement. Alors bien sûr, le Parlement n'est pas éliminé, hein, il peut faire un contre-projet, et à ce moment-là, les électeurs ont le choix, ils votent pour le contre-projet ou ils votent pour le projet initial. C'est comme ça, par exemple, qu'a été voté 2 initiatives populaires, une qui avait pour but d'interdire la concurrence fiscale entre les cantons, parce qu'en Suisse, les cantons se font la concurrence et ils cherchent à baisser les impôts. Et bon, disons que le Parti Socialiste était contre cette idée-là, ça faisait trop baisser les impôts, et le peuple a rejeté l'initiative du Parti Socialiste. Et puis l'autre initiative, elle a été adoptée, c'est une initiative pour expulser les criminels étrangers. Et là, le peuple a dit qu'il était favorable à cette idée, et donc cette idée a été adoptée par le peuple. Et maintenant, le gouvernement, il faut bien qu'il mette ça en œuvre. Donc c'est un moyen, si vous voulez, les deux moyens, le référendum veto comme l'initiative populaire, sont un moyen de réconcilier, si je puis dire, le peuple et le gouvernement. Mais ça oblige le gouvernement, évidemment, à travailler sous la surveillance du peuple. Mais c'est pas plus mal. Enfin, c'est ça la vraie démocratie, à mon avis. Tout à fait, tout à fait. Et ça fonctionne bien en Suisse? Bah écoutez, ça fonctionne quand même depuis 150 ans. Ah oui. Et vous avez vu les résultats, le pays. Oui, c'est vrai. 2% de chômeurs, des salaires qui sont à peu près le double de la France. Je dis pas que c'est dû à ça, hein. Non. Mais c'est quand même, enfin en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas engendré le chaos. Alors en plus, ce qu'on ignore en France, mais je le dis dans mon livre évidemment, c'est que ça n'existe pas qu'en Suisse, hein. Ça existe dans 27 États américains sur 50. C'est que les États-Unis sont un État fédéral, et tous les États de l'Ouest, pratiquement, ont adopté le même système que les Suisses, en copiant d'ailleurs la Suisse, hein. C'était volontaire dans les années 1900 à peu près. Donc vous avez 27 États sur 50 qui fonctionnent comme ça, notamment la Californie qui est très célèbre évidemment. Vous avez aussi un peu l'Italie et l'Allemagne qui copient aussi le système. Est-ce que cette démocratie directe ou participative pourrait être applicable assez rapidement en France? Oui, alors ce qui est vrai, c'est que c'est un sujet, je dirais, transcourant, hein. C'est-à-dire que moi personnellement, qui suis ancien député, il y a des parlementaires qui sont tout à fait pour cette idée à droite. Donc je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup d'hommes politiques qui se rallient à cette idée. Mais il y en a aussi qui sont tout à fait hostiles parce que c'est pas la tradition française, hein. Donc à mon avis, ça ne se fera que je crois s'il y a une crise grave. Parce qu'en général, historiquement, dans tous les pays où ça s'est mis en place, c'est à la suite d'une grosse crise. Oui, mais là on est vraiment dans une grosse crise. Bah là maintenant, ne serait-ce que l'endettement de l'État déjà, effectivement, ça c'est déjà un sujet très préoccupant. Donc on a des risques de crise financière graves, on a quand même des problèmes d'insécurité qui sont graves. Donc effectivement, je pense que dans les années qui viennent, la crise pourrait permettre effectivement ce type de réforme. Juridiquement, c'est pas très compliqué, il faut changer 2 articles de la Constitution. Hein. Donc si on veut vraiment le faire, on peut le faire. Hein. C'est ça l'évolution finalement. Ah bah tout à fait. Il faut savoir évoluer. Mais c'est vrai que c'est pas la tradition française, hein. Alors non seulement c'est pas la tradition française, je dois dire, mais en plus on ne connaît rien quasiment en France sur le sujet. Il y a très peu. Je suis allé il y a déjà 2 ans. Maintenant j'ai créé une association, hein, qui défend la démocratie directe, qui s'appelle Agir pour la démocratie directe. Et je suis allé à la Fnac à Paris pour chercher des bouquins sur le sujet. Réponse, monsieur, on n'a pas de livre sur le sujet, vous voyez. Ah oui. Et j'ai un site internet qui s'appelle démocratie directe en un seul mot.fr. Et sur ce site, vous avez 80% de textes qui ont été traduits par moi de l'anglais ou de l'allemand, parce que il y a une énorme littérature américaine notamment, et une littérature allemande et suisse, en langue allemande en l'occurrence, sur ce sujet, mais en langue française, il y a très peu d'ouvrages. Donc je crois que mon livre, là, de ce point de vue-là, peut-être va apporter des informations nouvelles. On marque une pause dans ce grand forum, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion Radio.
Nous sommes toujours dans le grand forum Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Yvan Blot, l'oligarchie au pouvoir chez Economica. Alors je ne sais pas si mes sources sont exactes. En 2009, dans un précédent ouvrage, vous parlez de la façon dont l'oligarchie traite l'homme comme une matière première. Je pense que c'était lors d'une conférence que vous avez donnée en 2009. C'est une conférence que j'ai donnée à Paris, mais d'ailleurs je vais vous dire que mon livre en réalité c'est la somme, disons, des conférences que j'ai tenues cette année-là. Oui. Et il y avait 10 conférences, je les ai réécrites un peu pour que ça fasse plutôt bouquin et pas conférence bien sûr. Et le livre en fait c'est le produit de tout ça. Alors j'ai un chapitre effectivement qui s'intitule La politique de l'oligarchie consiste à traiter un peu les gens comme des matières premières pour l'économie, donc il faut que les gens aient le moins de racines possible, il faut qu'ils soient le plus mobiles possible, parce que c'est un petit peu comme des matières premières, si vous voulez, il faut qu'ils soient interchangeables, je dirais interchangeables. Oui. Alors c'est très embêtant parce que ça conduit à des politiques qui déracinent les gens. Et ça, à mon avis, c'est pas une bonne chose, sur le plan humain, quoi. Oui, vous dites, pour que l'homme soit une matière première, docile, il est finalement nécessaire d'éliminer l'obstacle de la démocratie. À la limite, oui, parce que si vous jouez vraiment le jeu de la démocratie comme c'est le cas en Suisse, vous allez voir que la population, lors des référendums, va peut-être faire des choix qui ne sont pas forcément les choix du cosmopolitisme, je veux dire, ou de l'homme interchangeable. Par exemple, en Suisse, ça a été assez loin, puisque ça a été jusqu'au refus d'entrer dans l'Union européenne. Oui, quand même, oui, c'est vrai. Au début, les Suisses eux-mêmes étaient parfois un peu, certains Suisses, disons, étaient un peu gênés de cette décision, mais aujourd'hui, ils s'en félicitent. Ils s'en félicitent puisqu'ils ont une monnaie très forte, qui est plus forte que l'euro, évidemment, et ils ont les avantages sans avoir les inconvénients. Je veux dire, c'est ce qu'on leur reproche à Bruxelles, et on dit oui, les Suisses, c'est scandaleux, parce qu'on passe des accords avec eux, on a beaucoup d'échanges économiques avec eux, et ils ont les avantages de l'Europe sans avoir les inconvénients. Enfin, ça, c'est le résultat d'un référendum où la Suisse a décidé de ne pas faire partie de l'Europe. C'est vrai que la Suisse fonctionne très très bien. Ah oui, le pays est extrêmement prospère. C'est même assez extraordinaire d'ailleurs de voir à quel point la Suisse est un pays qui fonctionne bien. Notre système à nous, il n'est pas finalement très démocratique, il faut bien dire. Je pense que les citoyens en France ont besoin justement de ce système. D'après les sondages, je sais que quand on demande aux Français est-ce que vous aimeriez être consulté sur le plan d'urbanisme de votre ville, sur les impôts locaux, est-ce que vous aimeriez être consulté par référendum, 80% disent oui, on voudrait être consulté. Donc les gens, ils souhaitent ça, ils le souhaitent vraiment. C'est plutôt la classe politique qui freine, parce qu'elle se demande où ça va l'amener, parce qu'elle n'est pas habituée. Alors, je crois que c'est surtout parce qu'elle n'est pas habituée. Oui, c'est ça, oui. Une autre remarque justement d'une auditrice du 94 à Créteil exactement, qui se pose la question suivante: a-t-on une chance de sortir du politiquement correct afin de se réapproprier le pouvoir? Y a-t-il un espoir de voir changer les choses lors des prochaines élections présidentielles? Alors je ne suis pas évidemment un prophète, Je me doute. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais à mon avis, tant qu'on reste dans le système actuel, les réformes seront toujours forcément très limitées, que le gouvernement soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Oui. Parce que le système est verrouillé, je dirais, par la haute fonction publique, et donc c'est très difficile à un président, quel qu'il soit, même avec beaucoup de volonté, de changer vraiment la donne. Moi, je pense que si on voulait vraiment faire des réformes importantes en France, il faudrait les faire par des référendums d'initiative populaire, comme ça se fait en Suisse. Alors, est-ce que, à l'occasion de la campagne présidentielle, un candidat va s'emparer du sujet et puis les autres seront obligés de prendre position dessus? Moi, je le souhaiterais, évidemment. C'est un peu pour ça que j'ai sorti mon livre aussi. Alors, on va bien voir ce qui va se passer. Mais je pense que si on n'adopte pas la démocratie directe, je crois qu'on va rester à faire du surplace. À mon avis, je ne vois pas d'autre système pour qu'il y ait un véritable échange d'informations entre le peuple et la classe politique aujourd'hui. Autrefois, si vous voulez, c'était les parlementaires qui jouaient ce rôle-là. Mais on sait très bien que le député, aujourd'hui, quand il est de la majorité, il obéit au gouvernement. S'il n'obéit pas au gouvernement, il n'est pas réélu. Tout à fait. Moi, je l'ai été député de la majorité il y a longtemps, en 86, et je me souviens très bien qu'à l'époque, je recevais des ordres en disant vous allez voter ce projet-là. Donc, puisque vous recevez des ordres, vous ne pouvez pas contrôler en même temps, c'est deux choses différentes. Alors, puisqu'il n'y a plus de contrôle parlementaire, ça, je crois qu'on ne pourra pas revenir dessus, c'est comme ça, mais on peut, par contre, mettre à la place un contrôle populaire. C'est peut-être ce qui va faire gagner les élections présidentielles, les prochaines élections. Alors ça, il est certain qu'un candidat, à mon avis, qui reprendrait cette idée, je pense ça lui donnerait quand même un avantage, parce que ça aurait un très bon écho dans la population, et les autres seraient obligés plus ou moins de s'aligner. Et c'est un peu comme ça que dans d'autres pays, d'ailleurs, ça a fini par se mettre en place.
c'est très difficile à partir du moment où quelqu'un prend cette position d'être contre, parce que contre, ça a l'air de dire qu'on n'a pas confiance dans le peuple, qu'on le trouve trop stupide, pas tout à fait passionnel. ouais. C'est pas très difficile à défendre à la télévision, à la radio. Hein. C'est sûr. Pas très facile à défendre. Et là, on a l'impression qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Ah, moi, je crois qu'on arrive à une période où ça devient vraiment nécessaire, hein, où ce genre de réforme. Alors en plus, je constate que c'est pas uniquement un problème français, hein, le problème existe dans les pays voisins. Et en 1974, par exemple, l'Italie a adopté ce système. Il y a maintenant des référendums d'initiative populaire en Italie. À l'origine, c'était parce qu'il y avait le problème du divorce, c'est-à-dire que les députés ne savaient pas s'ils devaient voter contre ou pour, ils avaient peur dans les deux cas de perdre des électeurs, et le Parlement n'arrivait jamais à faire une nouvelle loi sur ce sujet-là. Et il y a quelqu'un, un petit malin à l'époque, qui a dit, on n'a qu'à confier ça au peuple, c'est le peuple qui tranchera, et c'est le peuple qui a tranché. Et depuis, maintenant, ils ont des référendums comme ça, de ce type. Voilà. En Allemagne, c'est une autre occasion qui fait qu'ils l'ont adopté, mais ils ne l'ont pas adopté au niveau fédéral, ça n'existe qu'au niveau des Länder, c'est-à-dire des régions, et au niveau des communes. Mais ils l'ont adopté parce que c'est l'Allemagne de l'Est en fait. Quand elle est sortie du communisme, on a dit aux Allemands de l'Est, vous allez faire des constitutions pour vos régions. Chaque région aura droit à sa constitution. Et vous la rédigez vous-même. Et eux, ils ont dit, nous, on a tellement vécu sous la dictature qu'on veut une vraie démocratie. Donc on veut copier le système suisse. Alors, ils ont adopté un système qui est assez proche du système suisse, qui va pas aussi loin, mais enfin qui va un peu dans la même direction. Et du coup, l'Allemagne de l'Ouest s'est trouvée un peu bête, quoi, parce que c'était en Allemagne de l'Est que le citoyen avait le plus de pouvoir. Il pouvait rejeter des lois, il pouvait adopter des lois nouvelles, alors qu'à l'Ouest, on ne pouvait pas. C'était un sacré paradoxe quand même. C'est sûr. Et du coup, l'Ouest a fini par s'aligner sur l'Est. Et ça permettrait peut-être de lutter contre certains gros lobbies. Oui, alors ça c'était un vieux principe d'un grand républicain, vous savez, du siècle dernier, qui était Lamartine. Lamartine disait, on peut mettre du poison dans un verre, mais on ne peut pas mettre du poison dans une rivière. Parce que si on met du poison dans une rivière, il est tellement dilué que... C'est clair. Alors, c'est pareil, vous pouvez toujours corrompre un parlementaire, ça c'est ou un petit groupe de parlementaires, ça c'est toujours possible. Mais corrompre le peuple tout entier, c'est pas possible. Non. Et c'est pour ça que c'était adopté en Amérique d'ailleurs. C'est parce qu'en Amérique, les parlementaires de l'Ouest étaient très corrompus par des grandes sociétés, et notamment des sociétés de chemin de fer, qui avaient tous les pouvoirs pratiquement à l'époque, en 1900. Et les gens en avaient assez, quoi, parce que vous étiez par exemple fermier, et puis on vous apprenait qu'on allait construire une ligne de chemin de fer chez vous, dans votre propriété. Bon, pourquoi pas. Mais après, vous alliez devant le tribunal pour avoir une indemnité, et vous aviez une indemnité ridicule parce que le juge avait été payé par la compagnie de chemin de fer. Jusque-là. C'était vraiment du gangstérisme. Et alors, il y a un procureur qui a fait condamner le président de la compagnie de chemin de fer en question, à San Francisco. Et il s'appelait Johnson à l'époque, en 1900. Et il s'est fait élire gouverneur. Et là, il a dit, il faut pas que ça recommence. Et pour éviter ce genre de corruption, le mieux, c'est que le peuple puisse annuler les lois votées par le Parlement, donc le système suisse. Et il a copié volontairement le système suisse aux États-Unis. Mais c'est des choses qu'on ne connaît pas du tout en France, malheureusement. Alors mon but, c'est un peu de faire connaître tout ça, quoi. D'accord. Justement, Yvan Blot, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Oui, ce serait évidemment si les auditeurs pouvaient écrire notamment au gouvernement, à la présidence, en disant qu'en tant que citoyens, ils aimeraient que les citoyens français aient autant de liberté qu'en Suisse. Il n'y a pas de raison qu'en Suisse, le citoyen puisse être à l'origine des lois, puisse refuser les lois votées par le Parlement, et qu'en France, on ne puisse pas le faire, quoi. C'est quand même dommage. Puisqu'on a toujours voulu que la France soit un modèle de liberté, on prend les hommes politiques au mot. Je pense que ce serait très utile. Tout à fait. Vous avez prévu des séances de signature dans le sud de la France, par exemple ? Pas encore, mais enfin, j'en ferai très volontiers, mais je ne peux pas vous dire de date pour l'instant, malheureusement. Alors, vous avez un site internet, vous avez un blog aussi, non ? Non, j'ai juste un site internet, donc démocratiedirect.fr. D'accord. Sur lequel on peut aussi m'écrire, quand même. Oui. Voilà. Yvan Blot, merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir, à bientôt. Écoutez, je vous remercie de votre interview. À bientôt. À très bientôt pour un autre grand forum sur Fréquence Évasion.